Virginia Woolf, la plus splendide écrivaine moderne, nous a dit tant et plus combien il était pénible d'être une femme à l'intelligence créatrice. Elle nous l'a dit quand elle a changé une grosse pierre dans sa poche, quand elle a chargé une grosse pierre dans sa poche et s'est avancée dans la rivière. Et elle nous l'a dit chaque fois qu'un de ses livres était publié et qu'elle glissait dans la folie. Ne me faites pas mal à cause de ce que j'ai fait. Je me ferai mal avant. J'en perdrai mes moyens et je souffrirai et je serai punie. Et alors vous n'aurez pas besoin de me détruire. Peut-être me prendrez-vous en pitié. Il y a tant de mépris dans la pitié et je suis si fière. Cela ne suffira-t-il pas ? Elle nous l'a aussi dit tant et plus dans sa prose. Elle nous l'a montré dans ses romans. Oh, très délicatement, pour éviter que l'on en prenne ombrage. Elle a enveloppé ses essais de charme poli, pour s'assurer notre politesse. Elle a néanmoins écrit clairement, même si ce ne fut pas publié de son vivant. Et elle avait raison. Une certaine attitude est requise, attitude de mise pour servir le thé, attitude de mise le dimanche après-midi ou dans les cercles bien féminins, est exigée de nous. Je le sais, j'estime que le point de vue importe tout autant que la chose même. Ce que je prise, c'est le contact direct d'un esprit qui se livre à nu. Souvent, il n'est pas possible de rien dire de valable sur un écrivain, hormis ce qu'on en pense. Or actuellement, je sens mon point de vue constamment aveuglé. Fort inconsciemment, sans doute, parce que rédacteur en chef et public désire qu'une femme considère des choses d'un point de vue avec une prudence bien féminin. Or, écrit selon ce point de vue biaisé, mes articles tournent mal. Priser le contact direct d'un esprit qui se livre à nu, c'est avoir une intelligence virile, non voilée de robes, de jolis gestes. Oui, l'œuvre de Woolf a toujours mal tourné, entraînée par le poids exigeant d'être une femme. Elle a appris à maîtriser une indirection exquise, à dissimuler signification et message dans le style féminin. Elle peina à ce style et se cacha derrière un masque. Et elle fut moins que ce qu'elle aurait pu être. Elle mourut non seulement de ce qu'elle osa, mais également de ce qu'elle n'osa pas. 3 choses sont indissolument liées. Alphabétisme, intellect et intelligence créatrice. À en croire le cliché, ces choses distinguent les hommes des animaux. Celui à qui on les refuse est privé d'une vie pleinement humaine, dépouillé du droit de la dignité humaine. Maintenant, interversissons les genres. L'alphabétisme, l'intellect et l'intelligence créatrice distinguent-ils la femme des animaux ? Non. La femme ne peut se distinguer des animaux car elle a été condamnée, du fait de sa classe de sexe, à une vie de fonction animale. Être baisée, procréer. Dans son cas, les fonctions animales sont le sens de sa vie, sa prétendue humanité, la seule à laquelle elle peut prétendre. Les capacités humaines les plus élevées à sa portée parce qu'elle est une femme. Pour les éléments orthodoxes de la culture mâle, elle incarne l'animal, l'antithèse de l'âme. Pour les libéraux de la culture mâle, elle est la nature. Quand ils discutent des prétendues origines biologiques de la domination masculine, les mecs peuvent se permettre de se comparer à des babouins et à des insectes tandis qu'ils écrivent des livres, enseignent à l'université. Un professeur de Harvard ne refuse pas d'être titularisé sous prétexte qu'un babouin n'y a jamais eu le droit. La biologie du pouvoir, c'est le jeu pour les mecs. C'est la façon mec de dire « elle ressemble plus au babouin femelle qu'à moi », elle ne peut avoir aucune influence à Harvard, puisqu'elle saigne, puisque nous la baisons, qu'elle porte nos enfants. Nous la battons, nous la violons. C'est un animal. Son rôle est de procréer. Quant à moi, j'aimerais bien voir le babouin, la fourmi, la guêpe, l'oie ou le cyclidé qui a écrit Guerre et paix. Plus encore, je veux voir l'animal ou l'insecte ou le poisson ou la volaille qui a écrit Middlemarch. L'alphabétisme est un outil, comme le feu. C'est un outil plus perfectionné que le feu et qui a fait autant, sinon davantage, pour transfigurer le monde naturel et social. L'alphabétisme, comme le feu, est un outil qui doit être utilisé par intelligence.
C'est aussi une capacité. La capacité de lire et d'écrire est une capacité humaine, mais qui ne peut être utilisée ou niée, réfutée, réduite à l'atrophie. On nie cette capacité aux personnes socialement méprisées. Mais cet interdit ne suffit pas, parce que les gens tiennent au sens. Le genre humain trouve du sens dans les expériences, événements, objets, communications, relations, sentiments. L'alphabétisme participe à la recherche du sens. Il contribue à rendre cette recherche possible. Les hommes peuvent nier aux femmes la capacité d'apprendre le grec ancien, mais certaines femmes l'apprendront quand même. Les hommes peuvent nier aux femmes pauvres ou de la classe ouvrière ou en situation de prostitution la capacité de lire ou d'écrire leur langue, mais certaines d'entre elles liront, apprendront quand même leur langue. Elles risqueront tout pour l'apprendre. Dans le sud esclavagiste des États-Unis, la loi interdisait d'enseigner aux personnes mises en esclavage à lire ou à écrire, mais quelques propriétaires de personnes mises en esclavage l'ont enseigné, quelques personnes mises en esclavage l'ont appris, quelques personnes mises en esclavage l'ont appris sans aucune aide, et quelques personnes mises en esclavage l'ont enseigné à d'autres. Selon la loi juive, il est interdit d'enseigner le Talmud aux femmes, mais certaines l'ont quand même étudié. Les gens savent que l'alphabétisme confère de la dignité et élargit les horizons. Les gens sont avides d'explorer le monde dans lequel ils vivent au moyen du langage, qu'il soit parlé, chanté, récité ou écrit. Il faut de terribles punitions pour les détourner de cette volonté de connaître ce qu'apporte le fait de lire et d'écrire, parce que les gens sont curieux et attirés par l'expérience et sa conceptualisation. Refuser l'alphabétisme à toute classe ou catégorie de gens constitue une négation de leur humanité fondamentale. On en prive traditionnellement les gens à qui on prête un caractère animal non humain. Les esclaves dans les sociétés esclavagistes, les femmes dans les sociétés d'appropriation des femmes, les groupes racialement avilis dans les sociétés racistes. La personne mise en esclavage mâle est traitée comme une bête de somme. Pas question de le laisser écrire ou lire. La femme est traitée comme une bête d'élevage. Elle ne doit ni lire ni écrire. Quand les femmes en tant que classe se voient nier ce droit, celles qui acquièrent du savoir sont réprouvées. Elles sont masculines déviantes. Elles ont nié leur matrice, leur con. Par leur alphabétisme, elles désavouent la définition de leur genre. Certaines classes de femmes se sont vues accorder quelques privilèges liés à l'alphabétisme. Pas de droits, mais des privilèges. Les courtisanes de la Grèce antique étaient instruites, alors que les autres femmes étaient tenues dans l'ignorance. Toutefois, il ne s'agissait pas de philosophes, mais de femmes en situation de prostitution. Ce n'est qu'en acceptant leur fonction de putain qu'elles pouvaient obtenir le privilège de l'alphabétisme. Les femmes de la classe supérieure se voient traditionnellement enseigner certaines compétences lettrées, notamment nettement plus limitées que celles enseignées aux hommes de leur classe d'alliance. Elles peuvent accéder au privilège de l'alphabétisme si elles acceptent leur fonction purement décorative. Après tout, l'homme ne veut pas côtoyer la chienne reproductrice et sanguignolente à table du dîner, ou côtoyer le con entrouvert au salon à l'heure de son journal ou de son cigare. Le langage est signe de raffinement, une preuve que lui est humain, et elle, non. La croissance de l'alphabétisme parmi les pauvres des zones urbaines aux États-Unis concorde avec une nouvelle montée de racisme et de mépris ostensible à l'écart des pauvres. L'alphabétisme est programmé dans le système. Un enfant intelligent peut fréquenter l'école sans que personne ne lui enseigne à lire ou à écrire. Quand l'appareil pédagogique abandonne ses compétences pour des groupes donnés, il abandonne pour eux toute dignité humaine. Il n'est plus que réclusion d'animaux parqués. Il n'importe pas la vie humaine aux êtres humains. Dans toute culture, les filles et les femmes sont les analphabètes. Elles forment les 2/3 des analphabètes dans le monde. Une proportion en hausse constante. Les filles ont besoin de mari, pas de livres. Les filles ont besoin de maisons et de cabanes à garder propres, ou de coins de rue où faire le pied de grue, pas de vaste monde à parcourir. Leur refuser l'outil de l'alphabétisme, c'est leur refuser l'accès au monde. Si elle peut allumer son propre feu, lire un livre, écrire une lettre, ou ses pensées, ou un essai, ou un récit,
Il sera plus difficile de lui faire tolérer la baise non désirée, porter des enfants non désirés, voir l'homme comme la vie et voir la vie par son entremise. Elle pourrait se faire des idées. Pire, elle pourrait savoir la valeur de ses idées. Elle ne doit pas savoir que les idées ont de la valeur, seulement que sa valeur se résume à être baisée et à procréer. Aux États-Unis, il a été difficile d'obtenir pour les femmes l'accès à l'instruction, et bien des domaines de l'éducation leur demeurent fermés. En Angleterre, Virginia Woolf a eu du mal à accéder à une bibliothèque universitaire. Le simple fait de lire et d'écrire est une première étape, comme l'a dit Abby Kelley, à un congrès sur les droits des femmes en 1850. Mes sœurs, rappelez-vous que les pieds sanglants ont usé le chemin par lequel vous êtes venues ici. On a refusé aux femmes l'accès à l'ensemble du langage. Nous ne sommes censés utiliser que la part qui sied aux femmes. Alice James a noté dans son journal « Il vous manque vraiment quelque chose d'important dans les jurons, vigoureux et nourrissants. Il vous manque vraiment quelque chose d'important quand les jurons, vigoureux et nourrissants, vous sont interdits. » Mais c'est dans l'exercice concret de l'alphabétisme, comme instrument et comme capacité, que les femmes encourent punition, ostracisme, exil, récrimination et le plus violent mépris. Pour lire et rester féminine, elle lit des romans gothiques, pas des ouvrages médicaux. Des livres de cuisine, pas de la jurisprudence. Des romans policiers, pas de la biologie moléculaire. La langue des mathématiques n'est pas une langue féminine. Elle peut apprendre l'astrologie, pas l'astronomie. Elle peut enseigner la grammaire, mais non inventer un style ou lancer des idées. On lui permet d'écrire un petit livre, une fiction, de fiction ou non, au sujet des femmes névrosées, à condition que ce petit livre soit suffisamment banal et sentimental. Mieux vaut pour elle s'abstenir de toutes les réflexions philosophiques. En fiction, mieux vaut ne pas outrepasser les limites vigoureuses qu'impose la féminité. Voilà donc, écrit Virginia Woolf, une autre des péripéties Oui, mais c'est le même mot. Voilà donc, écrit Virginia Woolf, une autre des péripéties et des péripéties assez courantes dans la carrière d'une romancière. Elle doit se dire « Je vais patienter jusqu'à ce que les hommes soient assez évolués pour ne point s'offusquer d'entendre une femme parler en toute franchise de son corps. » Ah, c'est intéressant cette phrase. « Je vais patienter jusqu'à ce que les hommes soient assez évolués pour ne point s'offusquer d'entendre une femme parler en toute franchise de son corps. » L'avenir du roman dépendra dans une large mesure du fait que les hommes puissent apprendre à tolérer que les femmes s'expriment librement. La contrainte annihile. Le langage qui doit taire le corps de l'autrice ne peut accéder au monde. Mais dire la vérité sur le sujet du corps d'une femme, ne se résume pas à expliquer les parties. C'est plutôt désigner la partie de ce corps-là dans ce monde-là, sa valeur, son usage, son rapport au pouvoir, sa vie politique et économique, ses capacités potentiellement réalisées et habituellement bafouées. Dans un sens, l'intellect réunit l'alphabétisme et l'intelligence. L'alphabétisme discipline l'intelligence, et l'intelligence multiplie les usages de l'alphabétisme. Un champ de savoir se transforme et s'accroît, de même que la compétence à acquérir du savoir. Une mémoire s'emplit progressivement d'idées, entrepôt de tout ce qui a existé dans le monde auparavant. L'intellect est maîtrise d'idées, de culture, de tous les produits et processus d'autres intellects. C'est la capacité d'apprendre un langage discipliné par l'instruction. L'intellect doit être cultivé, même chez les hommes, même chez les plus intelligents, laissé à lui-même dans un monde secret et isolé, l'intellect ne se développe pas, à moins de disposer d'un cultivateur privé, un professeur, un père intellectuel par exemple. Mais l'intellect de la femme ne doit jamais surpasser celui du professeur. Plus humble, son intelligence n'est jamais censée devenir maîtrise. L'intellect chez une femme dénote toujours un privilège. Elle a été élevée au-dessus de ses semblables,
habituellement à cause de la bienveillance d'un homme qui a jugé opportun de l'instruire. Les insultes adressées aux femmes d'intellect ne manquent pas les bas bleus. Attire la risée. Les insultes adressées aux femmes d'intellect ne manquent pas. Les bas bleus attirent la risée. Les femmes d'intellect sont des laidrons où elles ne se donneraient pas la peine d'avoir des idées. Le plaisir de cultiver l'esprit est perversion sexuelle chez la femme. Les œuvres d'hommes de lettres fourmillent de remarques mesquines à l'égard des Les œuvres d'hommes de lettres fourmillent de remarques mesquines à l'égard des intellectuels. Deux LES même. L'intellectuel est pathologique chez une femme. Elle n'est pas anoblie par un esprit alerte, mais rendue difforme. L'esprit créateur est intelligence en action dans un monde. Un monde qui ne se limite pas à des rivières, des montagnes, des plaines. Le monde est partout où la pensée a des conséquences. La pensée a des conséquences dans la philosophie la plus abstraite. La philosophie fait partie du monde, même si elle réduit parfois à elle-même par autarcie. La pensée est action, tout comme l'écriture, la composition, la peinture. L'intelligence créatrice peut être transformée en produit utile dans un monde matériel, mais elle est davantage que ce qu'elle produit. L'intelligence créatrice est chercheuse. Elle exige de connaître le monde, réclame son droit aux conséquences. Elle n'est pas contemplative. Elle est trop ambitieuse pour cela et annonce presque toujours ses couleurs. Elle peut se consacrer à la pure recherche de savoir ou la vérité, mais presque toujours, elle veut la reconnaissance.